Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder un gros dossier présenté par la magie, la prière et les sorts persistants. Let's go! Alors, au sommaire, magie, prière, sorts persistants. On va commencer avec la magie. Donc, qu'est-ce que nous dit le livre de règles de la magie? Les sorciers sont des unités spéciales qui peuvent lancer des sorts et les prêtres sont des unités spéciales qui peuvent réciter des prières. Le niveau de puissance. Qu'est-ce que le niveau de puissance? Chaque sorcier et prêtre a un niveau de puissance indiqué entre parenthèses après leur mot-clé. Par exemple, un sorcier 2, le niveau de puissance d'un sorcier ou d'un prêtre détermine le nombre de capacités de sorts ou de prières ou de bannissements qu'ils peuvent utiliser par phase de héros à n'importe quelle combinaison. Par exemple, un sorcier de niveau 2 pourra utiliser une capacité de sort et une capacité de bannissement pendant la phase des héros de leur commandant. Donc on comprend bien que un sorcier de niveau 1 pourra faire un sort ou un bannissement, une capacité de sort, une capacité de bannissement, car en V4, ce sont des capacités. Un prêtre de niveau 1 pourra faire une prière, réciter une capacité de prière ou réciter une capacité de bannissement. Les deux sont au même niveau. À chaque fois que vous allez faire une de ces capacités, vous allez consommer un niveau, d'accord? Donc un sorcier de niveau 1, soit une prière, soit un sort, soit un bannissement. Un prêtre de niveau 1, soit une prière, soit un bannissement. Un niveau 2 pourra faire deux sorts ou deux bannissements ou réciter un quoi, faire un sort ou faire un bannissement. Un prêtre de niveau 2 pourra faire deux prières, deux bannissements ou une prière, un bannissement, ainsi de suite et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez utiliser une capacité avec le mot-clé sort, prière ou bannissement, vous allez donc consommer un niveau de votre puissance de niveau. Cependant, ce niveau est un pool virtuel parce qu'il est régénéré à la fin de chaque tour. Maintenant, nous allons regarder les sorts. Donc, étape de déclaration, chaque sort vous demandera de faire un jet de 2d6, choisir un sorcier bien sûr et un sort. Si le jet n'est pas égal ou supérieur à la valeur de lancement, le sort échoue, tout simplement. Si le jet de lancement inclut deux ou plusieurs 1, donc 2, 1, 3, 1, 4, 1 selon certains sorciers, le sort est un échec, ce qu'on appelle un miscast en anglais, il échoue, le sorcier subira D3 blessures mortelles et le sorcier ne pourra plus lancer de sort pendant cette phase. Très difficile pour tous les sorciers de niveau 2, 3 ou plus, car si ça vous arrive sur votre premier lancement, en plus des blessures mortelles, vous ne pourrez plus lancer de sort. Si le jet de lancement est égal ou supérieur à la valeur de lancement, le sort est réussi et du coup vous pouvez résoudre l'effet de ce dernier. Nous allons prendre comme exemple le bouclier mystique. Le bouclier mystique était un sort générique de la V3, il n'existe plus en V4. Ceci est simplement un exemple, d'accord? Choisissez un ami visible, unité amie visible entièrement à 12 de ce sorcier. Si vous réussissez votre jet de lancement, cette unité bénéficie d'une protection à 6. Mot-clé sort, donc je consomme 1 de niveau de puissance pour pouvoir faire ce sort. Si j'y arrive, l'unité entièrement à 12 visible, il y a une protection à 6 pour ce tour. Là, nous avons eu le déroulé du lancement du sort. Maintenant, nous allons passer aux prières. Donc, même principe, vous allez utiliser le pouvoir de votre prêtre. Donc, s'il est prêtre niveau 1, une prière. S'il est prêtre niveau 2, deux prières, et ainsi de suite. Ce qui est particulier au prêtre, c'est qu'il va y avoir une capacité qu'on va appeler rituel que vous allez pouvoir stocker, les points de rituel. Donc, l'étape de déclaration de la prière est faite, vous demandera de faire un jet de récitation de D6. Donc, les prières, c'est sur un D6, c'est pas 2d6 comme les sorts. Sur un jet de récitation non modifié de 1, la prière échoue et son porteur se voit retirer des 3 points de rituel. Donc chaque prêtre a son propre pool, son propre, sa propre capacité de récitation, d'accord? Ce n'est pas une récitation pour l'entièreté de votre armée, c'est chaque prêtre qui a son propre niveau. Si vous faites un 1, vous perdez des 3 points de rituel. Si le jet de récitation est de 2 ou plus, vous allez devoir faire un choix entre le 1 ou le 2. Donc le 1 vous dit de donner le nombre de points de rituel à votre prêtre égal au jet de récitation. Donc vous allez mettre en banque
cette valeur. Si c'est un 4 que vous avez fait sur votre jet de récitation, vous en mettrez 4. Si c'est un 5, 5 et ainsi de suite. Si vous ne voulez pas mettre en banque la récitation, mais utiliser ce pool de récitation pour pouvoir lancer votre prière, et bien vous allez ajouter les points de rituel du prêtre au jet de récitation. Donc le point de rituel, c'est ce que vous avez mis en banque. Le point de récitation, c'est ce que vous venez de faire. Si le jet de récitation est égal ou supérieur à la valeur de récitation de la prière, qui est indiquée en haut à droite, elle est exaucée, vous résolvez du coup les effets de votre prière. Cependant, vos points de rituel seront remis à zéro. Donc chaque prêtre a son propre pool de rituels, et quand vous décidez d'utiliser une prière qui est exaucée, vous repassez à zéro. Donc ça ne sert à rien de vouloir stocker 15, 20, 25, 30 points de récitation sur un prêtre, car dès que vous allez la consommer, vous allez le remettre à zéro. Donc on comprend bien l'importance de vouloir utiliser une prière par rapport à une autre, et notamment l'importance de vouloir avoir l'effet amélioré de cette dernière. Sous certaines conditions, ça vaut le coup de le stocker pour aller le chercher. Sous d'autres, peut-être que c'est moins pertinent, car vous allez perdre l'effet bonus, car une fois utilisé, vous redescendez à zéro. Si votre prière vous demande 8 points en bonus, si vous avez 10 ou 12, vous allez perdre 4 points, donc attention à l'importance de cette dernière. Nous allons regarder donc une prière en exemple, c'est la prière Résurrection, qui vous demande de faire un jet de récitation de D6, de choisir un héros infanterie ami qui a été tué, et de le ramener sur le champ de bataille entièrement à 3 de ce prêtre. Vous utilisez le mot-clé prière, donc vous allez consommer un niveau de puissance de votre prêtre. Attention, cette prière n'existe pas, c'est juste un exemple. Ça peut être perturbant, mais c'est qu'un exemple. On va rentrer dans les règles avancées. Donc, pas plus d'un sorcier ami ne peut lancer le même sort par tour. Pareil pour les prêtres, à moins que le sort ou la prière possède le mot-clé illimité. Dans ce cas, chaque sorcier ou prêtre de votre armée pourra le lancer au moins une fois. Gardez à l'esprit que chaque unité ne peut toujours utiliser une capacité de sort ou de prière qu'une seule fois par phase. Ok. Même si vous avez le mot-clé limité, vous n'allez pas pouvoir le lancer 2, 3, 4 fois. Et si jamais vous utilisez une capacité de sort ou de prière et que vous la ratez, vous ne pourrez pas la relancer, à moins d'avoir le mot-clé illimité. Mais vous ne pourrez pas la relancer avec le même sorcier ou le même prêtre. Les sorciers et les prêtres ne peuvent utiliser que les sorts ou les prières qu'ils connaissent. Chaque sorcier ou prêtre connaît les sorts ou les prières figurant sur leur parchemin d'unité, ainsi que les sorts et les prières inscrites sur votre construction d'armée, ainsi que le domaine de manifestation. Dissiper des sorts. Comment on fait pour dissiper un sort? Eh bien, chaque sorcier peut utiliser la réaction dissiper un nombre de fois égal à son niveau de puissance. Donc si je suis sorcier niveau 3, je pourrais faire 3 dissipations. Je ne consomme pas de dissipation en utilisant des lancements de sorts ou de prières. Les deux sont bien distincts. Cependant, un sorcier de niveau 2 pourra faire 2 dissipations, réactions. Un sorcier de niveau 3, 3 et ainsi de suite. Ce qui fait que votre sorcier de niveau 1 peut quand même lancer son sort sans crainte d'être bloqué par la dissipation. Votre adversaire a déclaré un sort, vous allez du coup pouvoir faire cette réaction, donc il faut être à 30 pouces du sorcier ennemi, lancer 2d6, et si la valeur de ces 2d6 est plus importante que la valeur de lancement de votre adversaire, que vous battez son résultat, vous allez du coup dissiper le sort ennemi, ce dernier ne se réalisera pas. Mot-clé dissiper. Maintenant, nous allons regarder les manifestations. Donc les manifestations, ce sont toutes les sorts persistants et les prières persistantes. Le système est complètement réécrit en V4, donc attention, il est très confusant. Prenez le temps de lire chaque chose que vous allez faire avec. Là, vous avez le déroulé complet. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, moi, l'importance de chaque point. C'est assez lourd, c'est dommage, mais bon, on va devoir jouer avec, donc prenez bien en compte tous les points. Il existe deux types de manifestations, les sorts persistants qui peuvent être invoqués par des sorciers et les invocations, les prières persistantes qui peuvent être invoquées par des prêtres. Chaque manifestation, donc les manifestations c'est l'ensemble des deux, a son propre parchemin de guerre. Et le sort ou la prière permettant d'invoquer cette manifestation se trouvera donc dans un ensemble de manifestations notées sur vos fiches d'unité. Pas plus d'un sorcier ou un prêtre ami peut tenter d'invoquer la même manifestation par tour, et les manifestations ne sont pas considérées comme des unités, à l'exception de. Donc là, on va regarder toutes les exceptions. Donc partez du principe
qu'une manifestation n'est pas une unité, donc ne cherchez pas à interagir avec des attaques en règle, défense en règle, leur donner des points, utiliser l'aura de mon héros qui dit que toutes les unités entièrement à 12 de lui ont plus un touche ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des unités. Cependant, l'exception qui confirme l'aigle, elles sont traitées comme des unités pour les besoins du mouvement, de la portée d'engagement, du fait d'être en combat et de l'installation des unités, donc les frappes en profondeur, les setups, les placements. Les unités peuvent terminer un mouvement de charge à un demi-pas d'une manifestation ennemie, donc vous pouvez charger ces dernières, comme si elles étaient des unités. Si une, si une manifestation possède des armes de mêlée ou de distance, elles peuvent utiliser les capacités de battre, combattre ou tirer comme si elles étaient des unités. Si elles ont la caractéristique de mouvement qui est supérieure à 0, elles peuvent utiliser la capacité de mouvement de base. Vous ne pourrez donc pas courir, redéployer ou que sais-je. Elles peuvent être choisies comme cible d'une capacité ennemie, comme si elles étaient une unité. Donc si votre unité ennemie a une capacité de dégâts ou quoi que ce soit, vous pourrez interagir avec. Elles ne sont pas affectées par les capacités ennemies qui ne ciblent pas spécifiquement. Donc si votre unité a une capacité qui désigne une cible, vous pourrez le faire. Mais par contre, si ce sont toutes les unités entièrement A ou A de votre capacité, vous avez compris, n'étant pas une unité, vous ne pourrez pas le faire. Et pour finir, des points de dégâts peuvent être alloués à ces dernières et ainsi les détruire. Maintenant, on va rentrer dans un point un peu compliqué, ce sont les manifestations qui n'ont pas de mouvement. Donc ces dernières qui n'ont pas de mouvement, elles ont 0 ou un trait, ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est très simple. Par contre, pour les besoins du mouvement, de la portée de combat et du fait d'être en combat, et de l'installation, donc le setup, la mise en place de ces unités, elles ne sont traitées comme des unités uniquement pendant la phase de charge et la phase de combat. Les figurines peuvent traverser les manifestations, mais ne peuvent pas terminer un mouvement dessus. Donc là, c'est un peu étrange, mais vous comprenez que vous êtes une unité, considérée comme une unité pour une manifestation qui n'a pas de mouvement que pendant la phase de charge et la phase de combat. Vous pouvez donc rentrer avec votre unité dans les 3 pas d'une manifestation ennemie. Vous ne serez pas considéré comme engagé. Vous n'aurez pas non plus de retraite à faire parce que cette figurine n'est pas une unité. Cependant, c'en est une pendant la phase de charge. Donc si jamais vous êtes dans les 3 pas d'une unité pendant votre mouvement et vous voulez faire un mouvement de charge derrière, vous ne pourrez pas parce que vous serez engagé. Donc attention à ne pas vous faire piéger. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Et donc, si jamais vous rentrez dans les 3 pas d'une unité sans l'avoir chargée, et qu'en phase de combat, vous êtes à 3 pas de cette manifestation, vous allez pouvoir combattre parce que cette manifestation-là est considérée comme unité pendant la phase de combat. C'est un peu compliqué. Prenez bien le temps d'en discuter avec votre adversaire avant de faire vos mouvements ou vos intentions de mouvement, car vous pourrez vous retrouver, entre guillemets, bloqué à cause de l'ensemble de ces règles. C'est vraiment chiant, il faut vraiment prendre le temps de lire, mais une fois qu'on comprend l'usage de tout, ça devrait se simplifier à l'avenir. Donc, rappel pour toutes les manifestations. Les figurines peuvent traverser les manifestations mais ne peuvent pas terminer un mouvement dessus. Les unités peuvent terminer un mouvement de charge à un demi-pas d'elles. Et elles peuvent être choisies comme cible de capacité ennemie telles que le tir ou combattre. Elles peuvent être endommagées ou détruites mais ne comptent pas comme des unités détruites pour tous les buffs qu'elles peuvent produire ou pour les tactiques de bataille ou les capacités. Elles ne peuvent utiliser les capacités de base ou les capacités de Howard Scroll. Elles ne peuvent pas utiliser de points de commandement, de command ability, ni être affectées par les capacités amies à moins que ces dernières le ciblent spécifiquement. Elles ne peuvent pas contester ou contrôler des objectifs. Les manifestations mobiles, vous devez généralement vous installer, vous setup, vous placer à 9 pas. Et vous pouvez vous replier pour sortir du combat. D'accord? On ne prend pas de blessure du retreat avec. Vous ne pouvez pas, elles ne peuvent généralement pas être installées à moins de 9 pas des unités ennemies lorsqu'elles sont invoquées et ne peuvent pas se déplacer pendant la phase de mouvement après leur installation. On comprend, on fait référence au livre de règles génériques.
C'est un setup, un placement, donc vous arrivez à plus de 9 de vos ennemis et vous ne pouvez pas bouger parce que vous avez utilisé votre corps habilité de mouvement. Pour les manifestations statiques, vous pouvez les ignorer lors de l'installation des unités, donc pas de problème pour l'installation, pour le setup, il n'y a pas de mouvement neuf dans les neufs parce que vous êtes pas d'une unité pendant la phase de mouvement. Vous pouvez terminer un mouvement à 3 pas d'elle et vous pouvez vous en éloigner librement. Elles ne peuvent utiliser aucune capacité impliquant le mouvement et elles ont généralement plus de liberté de placement lorsqu'elles sont invoquées. Et pour finir, les derniers petits points, si le sorcier ou le prêtre qui a invoqué une manifestation est tué, cette dernière est retirée du champ de bataille. Et si jamais vous voulez bannir une manifestation, vous devez faire donc l'action bannissement, avec le mot-clé bannir. Votre phase de héros, vous choisissez un sorcier ou un prêtre ami pour utiliser cette capacité. Vous choisissez une manifestation qui est à 30 pouces de cette dernière, vous faites un jet de 2d6. Si le jet de bannissement est égal ou supérieur à la valeur de bannissement indiquée par le parchemin, cette dernière est retirée du jeu. Vous ne pouvez pas choisir la même manifestation comme cible de bannissement qu'une fois par tour. Donc, si vous ratez votre jet de bannissement, vous ne pouvez pas bannir à nouveau. Et pour bannir, vous devez utiliser le mot-clé, la capacité bannissement, qui vous consomme un power level. Donc si vous le faites, de toute façon, vous pouvez le faire que à votre tour. Vous perdrez donc un lancement de sort ou un lancement de prière, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser le point de commandement à la phase de héros ennemi pour bannir, parce que le bannissement ne se fait qu'à votre phase de héros et le point de commandement vous permet que de lancer un sort ou une prière, pas un bannissement. Donc on comprend la puissance des sorts persistants et des prières persistantes qui sont invoquées quand vous réussissez à le faire au tour adverse, parce que vu que vous n'avez pas le droit de bouger, vos effets ne s'appliqueront entre guillemets pas dans la bonne zone, parce que c'est à plus de 9 de l'ennemi. Par contre, votre adversaire devra attendre son propre tour à lui. Donc s'il joue en premier, vous invoquez votre prière persistance à son tour ou votre sort persistant. Ce dernier ne pourra pas, si il n'arrive pas à le dissiper, le bannir avant son tour à lui. Donc à votre propre tour, vous allez pouvoir jouer. Et ensuite, ce sera le tour de votre adversaire. Donc on comprend la construction à ce niveau-là, la complexité, mais aussi tous les plaisirs, les bonus, les avantages que vous allez en retirer. Maintenant, nous allons regarder l'entièreté des sorts persistants génériques dans 6 familles: les machineries, l'énergie primaire, les puissances oubliées, les sorts jumeaux, les conjurations morbides, et aujourd'hui, seul Kronspine est dans sa catégorie, mais on suppose qu'une autre incarnation rejoindra le lot à l'avenir. Donc première manifestation des machineries, les Chromantic Cogs. Pas de mouvement, 4 de sauvegarde, donc c'est une bonne sauvegarde pour 6 points de vie. Casting de 6, bannissement de 7, ward à 6, pas d'arme en mêlée. Donc comme on a compris, n'ayant pas de mouvement, vous pouvez la setup comme vous le souhaitez, entièrement à 12 du porteur et visible. Attention. S'il y a un sorcier amico à 3 pas de cette manifestation, vous allez pouvoir choisir l'un des effets suivants, donc en phase de héros. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous pouvez relancer les jets de charge des unités amies tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette manifestation. Ou jusqu'au début de votre prochain tour, soustraire 1 pour les jets de touche pour les attaques, donc corps à corps et distance, qui ciblent les sorciers amis tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette manifestation. Outil très puissant pour pouvoir relancer toutes vos charges. Vous savez que la relance de charge coûte 1 point de commandement et se déclare au moment de la charge avant de l'avoir fait parce que c'est une réaction. Donc très situationnel. Ainsi, vous allez pouvoir relancer toutes vos charges. Cependant, il faut avoir un sorcier à 3 pas au moment du setup de cette unité pour pouvoir choisir, pour pouvoir bénéficier de ça. Sinon, vous allez pouvoir choisir le moins un touche, mais ça n'affecte que les sorciers entièrement à 12. Donc pareil, attention selon le moment où vous faites. Si vous le faites pendant la phase de héros ennemi, vous allez du coup pouvoir vous donner un moins un touche pour vous protéger au tir ou au corps à corps, c'est intéressant. Mais surtout, la relance de charge est très pertinente pour l'action, la capacité de point de commandement contre-charge, qui va vous demander de faire un jet de charge avec votre unité, mais vous n'allez pas pouvoir le relancer, parce qu'une unité étant affectée qu'une seule fois par une capacité, vous ne pourrez pas payer relance de charge et contre-charge. Là, vous avez la possibilité de le relancer. C'est un super outil à bien prendre en compte. Attention, pour pouvoir interagir avec cette dernière, il faut quand même un sorcier. Donc si vous n'avez plus de sorcier, normalement il meurt, le sort persistant comme on l'a vu avant, mais pour pouvoir interagir avec, changer les modes, il faut pouvoir être à 3 pas. Très bon outil, très fragile parce que c'est 6 PV. Heureusement, la Seiba 4 aide,
mais votre adversaire, s'il souhaite la retirer, pourra la retirer facilement. Maintenant, nous passons à la deuxième de la machinerie, les Quicksilver Sword, donc bouge de 8, mouvement de 5, save à 5, je veux dire. Se bannit sur du 7+, 6 points de vie, casting de 6 et noir à 6. Pareil, hein, c'est très fragile, 6 PV en sauvegarde à 5, ça se fait toucher, ça se fait détruire. Cette manifestation doit être entièrement à 12 du lanceur, visible et à plus de 9 de toutes les unités ennemies. Elle a 12 attaques en mêlée, 3+, 3+, raid -1, dégâts 1, et les 6 à la touche font des blessures mortelles sur des jets de 6 non modifiés. Les jets de ward ne peuvent pas être effectués pour les attaques infligées par cette manifestation, donc on comprend tout de suite par rapport à la construction de cette dernière que c'est une super chasseuse de petits héros. Vous allez tomber sur un prêtre qui est tout seul, un sorcier qui est tout seul, avec 12 attaques, 3-3, -1-1, blessure mortelle et pas de protection, vous allez détruire ces petits héros. Est-ce que votre adversaire va vouloir s'emmerder à aller chasser ce sort persistant? Je ne sais pas. En tout cas, s'il le fait, il y arrivera parce qu'il est très fragile. Mais si votre adversaire est peiné ou n'a pas les ressources à allouer parce qu'il joue ultra élite et il ne veut pas envoyer sa grosse unité pour tomber ça, vous avez un très bon chasseur de héros. Je trouve que c'est un super outil qui bouge de 8, donc bien plus que la moyenne du jeu, à savoir 5. Un petit peu moins que les cavaleries, mais ça pourra accompagner vos cavaleries de manière fiable. La suivante est le pendule. Le dernier de la machinerie, donc bouge de 8, sauvegarde à 5 aussi, bannissement de 7, 6 points de vie, donc c'est très fragile, et ça se lance sur du 6+. Elle n'a pas d'arme de mêlée ou de tir, elle doit être entièrement à 12 du lanceur, il y a plus de 9 des ennemis parce que c'est un setup. Cette construction va se faire pour toutes les sorts persistants, donc gardez-la en tête. Cette manifestation ne peut pas utiliser de capacité de charge, donc vous ne pourrez pas charger avec cette dernière, ni de capacité de combat, vous ne pourrez pas combattre non plus avec. De plus, lorsqu'elle se déplace, elle doit se déplacer en ligne droite dans la direction où pointe la lame du pendule ou dans la direction opposée. On se déplace en ligne droite, donc là il faut bien comprendre que vous allez pouvoir aller jusqu'à votre mouvement de 8, mais vous n'allez pas pouvoir faire d'aller-retour, vous allez en ligne droite, donc tout droit. Cette manifestation peut se déplacer jusqu'à sa caractéristique de mouvement, elle peut traverser les modèles pendant le déplacement, et ensuite choisir 3 unités ennemies que cette manifestation a traversées, lancer un d 6 et sur chaque 2+, vous infligez un nombre de blessures mortelles égal au résultat du dé. Donc très fort parce que vous allez pouvoir générer jusqu'à 3 unités ennemies des 6 blessures mortelles. Aujourd'hui, on a pu comprendre que dans le jeu, les blessures mortelles sont diminuées. Donc un super outil pour ouvrir, on va dire, des écrans. Cependant, le fait de bouger que de 8 pour une unité qui a un socle aussi gros peut être peut-être réducteur à l'usage. À voir si beaucoup de gens s'en servent. En tout cas, si elle est bien orientée pendant, on va dire, la phase de héros ennemi, votre adversaire va comprendre qu'elle ira en ligne droite à votre mouvement et du coup va faire en sorte de s'en éloigner. Je ne sais pas si cette contrainte la rendra très très forte. Cependant, bien placée, les D6 blessures mortelles sont une bonne source de dégâts. Maintenant, nous passons dans les énergies primaires. Donc là, Burning Head, mouvement de 8, très bon mouvement. Sauvegarde de 6, c'est très fragile. Bannissement de 6 pour un casting de 5, c'est très fragile aussi. Et 6 points de vie. Entièrement à 12 du lanceur, plus de 9 des unités ennemies. Elle a une capacité d'arme, donc 10 de portée, D6 attaques, 2+, 3+, moins perf de 2, 1 dégât, tir en combat, et elle gagne 1 de pénétration d'armure contre les machines de guerre. Les machines de guerre, je ne sais pas si on va en voir énormément, de manière générale, c'est soit des balistes, des canons, des catapultes, et des chars. Donc est-ce que cette unité est designée pour aller chasser des catapultes? Je ne suis pas sûr. Des chars, je ne sais pas si on en verra tant que ça. En tout cas, son petit profil cheap de tir peut permettre de gratter des petits dégâts sur des unités qui peuvent déclencher des bonus sur des dégâts. Ok. Et elle a aussi un profil d'arme de mêlée, donc 2d6 attaques, 2+, 3+, moins de 1, pareil, perf plus 1 sur la machine de guerre. Là, on commence à saturer un peu plus, c'est un peu intéressant. Et la règle dit que cette manifestation, quand elle utilise la capacité de tir, elle perdra un point de vie, donc vous devez lui allouer une blessure qui ne peut pas être protégée, ne peut pas être wardée. Donc maximum 6 phases de tir. Honnêtement, je ne la vois pas faire 6 phases de tir, mais c'est une petite unité comme ça qui est en capacité d'aller chasser des petits écrans, d'aller chasser des petits héros. Est-ce que votre adversaire voudra consommer un power leveling pour pouvoir faire un bannissement dessus? Je ne suis pas sûr parce que ça lui fera un sort de moins à sa propre phase. Si une unité de ligne tombe dessus, elle l'éclate, ça c'est sûr, mais
si vous l'activez pas en premier, elle peut blesser votre unité. Donc, ça fait partie de ces petites unités bien chiantes à gérer pour votre adversaire, mais qui sont très positives en tout cas pour vous, je trouve. Ensuite, on a la Jajin Show, super belle figurine qui bouge de 3d6, sauvegarde à 5, bannissement de 7 pour un lancement de 6, 10 points de vie. Donc là, 10 points de vie, même en save à 5 et en ward à 6, ça commence à être sympa. Ça va pas se faire tuer par n'importe quelle unité qui le croise. Entièrement à 12 du porteur, plus de 9 des unités ennemies, on comprend toujours. 10 attaques, cette fois-ci en mêlée. Touche à 4, c'est comme les monstres, c'est un peu chiant. Blesse de 2, donc ça blesse bien. Perforation de 1 pour 1 dégât. Cependant, vous avez charge plus 1 dommage, donc quand vous chargez, 10 attaques en 4, 2, moins 1, 2. Pour une invocation, une manifestation qui est gratuite, je trouve que c'est un très beau profil d'attaque. Ça bouge de 3d6, donc ça va pouvoir facilement accompagner vos cavaleries pour pouvoir faire une attaque sur 2 flancs, aller charger si jamais une belle charge passe ou un gros mouvement se fait, un héros derrière, vu qu'elle vole. C'est une belle unité. Et la règle vous dit qu'à chaque phase de charge, si cette manifestation a chargé ce tour-ci, vous choisissez une unité à 1 pouce d'elle. Pour être la 6, vous lancez 10 dés, chaque 5 plus, vous infligerez une blessure mortelle à la cible. Statistiquement, vous allez faire 3 blessures mortelles. Donc ces 3 blessures mortelles plus les 10 attaques que vous avez lancées commencent à faire un bon pool de dégâts, hein. Chaque fois que cette manifestation est ciblée par une capacité de bannissement, si la capacité est réussie, la cible n'est pas bannie, elle prendra 6 dégâts directement. Vous avez 10 points de vie, si on vous bannit, on ne peut pas vous bannir en une fois, il faudra mettre du tir dedans, de la magie, des attaques, donc une fois de plus, une deuxième manifestation qui est, on va dire, une épine dans le pied. La première, c'est une petite unité qui fait des cheap dégâts, mais qui peut quand même saturer et faire chier. Là, c'est le même concept, vous ne pouvez pas la bannir, c'est 10 points de vie, ça bouge vite, quand ça charge, ça a plus un dégât. Moi, je trouve que le domaine de l'énergie primaire, pour le moment, est très pertinent. Pas que celui-là qu'on a vu avant ne l'était pas, il était plus utilitaire. Là, on a quelque chose vraiment qui fait chier. Et le dernier, donc l'Emerald Swarm, mouvement de 8, donc pareil, ça bouge bien. 6 de sauvegarde avec 5 points de vie, c'est extrêmement fragile, ça se fera détruire par n'importe quel clodo qui tape dedans. Par contre, vous allez voir la capacité qu'elle a, donc pareil, setup entièrement à 12 plus de 9. 2d6 attaques, 4k sans rien de dégâts, anti-infanterie plus 1, bon, c'est anecdotique. Vraiment, ça pourra gratter quelques points de vie par-ci par-là, mais pas là par-là, pour ça. À la fin de n'importe quel tour, donc phase violette, elle se soigne de 3 points de vie, elle a 5 points de vie. Je vois pas comment elle est pas morte quand on tire dessus ou on tape dessus, on sait jamais. Cependant, à la fin de votre phase de mouvement, vous allez pouvoir soigner une unité amie à 3 pas d'elle de 3 points de vie. Donc 3 points de vie, bah, ça commence à être pas mal. Sur des grosses unités comme Archaon, Be'lakor, genre de choses-là, qui peuvent se soigner déjà grâce au ralliement de stats 3 points de vie. Là, ça fait 6 points de vie sur une phase de votre propre phase. C'est pas mal, hein. En tout cas, je trouve pour un sort qui est gratuit, si jamais vous ne savez pas quoi faire comme lancement à votre phase de magie, bah, vous pouvez lancer ça, elle accompagne votre unité, et elle pourra faire un soin, elle pourra bloquer un body, parce qu'elle a un long socle, donc je trouve que ce domaine est très intéressant. Maintenant, nous allons passer à la puissance oubliée. Donc ici, ce sont 4 sorts persistants, à réfléchir aussi sur votre construction de liste si vous en avez besoin. 4 sorts persistants, ça veut dire potentiellement 3 à 4 sorciers si on veut bénéficier de l'intégralité de ces derniers sur table. À réfléchir, si vous n'avez qu'un seul sorcier, je ne suis pas sûr que ça soit le domaine le plus pertinent, mais en tout cas, il est très bénéfique. Donc là, Shadow of Valargan, qu'on n'a quasiment jamais vu, le seul joueur que je connais qui s'en est servi, c'est Adrien. Coucou à lui. Du coup, pas de mouvement, une sauvegarde de 4, bannissement de 7+, pour un casting de 6, 8 points de vie, donc 8 points de vie sur sauvegarde à 4, ça commence à être pas mal, hein. Et elle n'a pas d'arme de mêlée. Donc elle doit être setup entièrement à 18 du lanceur et visible, donc là on a une énorme bulle, et il n'y a pas d'idée de à plus de 9 d'un adversaire, parce que comme vous avez compris, ce sort persistant, cette manifestation n'a pas de mouvement, donc elle n'est pas considérée comme une unité pendant le mouvement. Par contre, cette unité est composée de 2 socles qui doivent être entièrement à 9 l'un de l'autre, qui vous fait quand même pour une projection de 18, si vous le lancez à la phase de magie adverse, bah, 2 bloquants qui peuvent faire chier une charge, couvrir vos unités. Vous n'interagissez pas avec à la phase de mouvement, mais on a vu qu'à la phase de charge et à la phase de combat, elles sont présentes comme des unités, donc elles peuvent gêner.
Phase de mouvement, choisissez une partie de cette manifestation, retirez-la et replacez-la entièrement à 9 de l'autre. Vous allez pouvoir comme ça avancer vos deux manifestations. Chaque fois qu'une unité ennemie utilise la capacité de mouvement, donc que ce soit mouvement, redéploiement, retraite, et qui est à 6 pas de cette dernière, l'unité ennemie perdra le mot-clé vol. Et en plus de ça, si jamais vous utilisez donc cette capacité de mouvement, vous ne pourrez pas déployer d'unité ennemie à 6 pas. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, je reprends. Les unités ennemies ne peuvent pas être déployées à moins de 6 pas de cette dernière, donc vous avez créé comme ça une zone d'interdiction autour de votre armée pour les setups, les frappes en profondeur, les mises en place de vos unités ennemies. Un très bon outil en tout cas défensif pour pouvoir contraindre votre adversaire à respecter des bulles d'interdiction autour de votre unité, de vos unités. La suivante, c'est le lochon. Donc le lochon, mouvement de 12, sauvegarde de 4, bannissement de 7 pour un casting de 7. Donc là, on a fait partie de ces unités qui se bannissent aux mêmes valeurs de lancement, ce qui va réduire sous certaines formes la puissance de certaines manifestations. Et noir d'A6 avec 10 points de vie. Donc 10 points de vie en sauvegarde à 4, ça reste un beau bébé. Donc setup entièrement A12 du lanceur, plus de 9 des unités parce qu'elle a du mouvement. Elle a 3 attaques, c'est anecdotique, 4+, 3+, raid -1, dégâts D3. Et si ça la touche, font 2 hits. Donc on voit vraiment le petit fantôme mettre un coup de bâton, mais bon, c'est pas fait pour ça. Ce qui est important, c'est qu'à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir un héros sorcier infanterie. Donc attention, il faut avoir tous les mots-clés. Donc les gros sorciers qui ne sont pas infanterie ne pourront pas rentrer dedans. Qui est à moins de 3 pas de cette manifestation comme cible. La manifestation peut se déplacer d'une distance du maximum de sa caractéristique, donc 12, peut traverser les figurines ennemies. Et ensuite, vous allez donc la replacer sur le champ de bataille, donc replacer le héros infanterie sorcier à 3 pas de cette manifestation et hors de combat. Donc vous ne pourrez pas engager les unités ennemies avec, mais par contre, vous ne respectez pas le setup de 9 pas, donc vous allez pouvoir vous placer sous des situations très avantageuses, vous replacer derrière un décor ou quoi que ce soit. Cependant, vous prendrez une blessure mortelle anecdotique. Un très bon outil. L'Aurorghast, donc la troisième manifestation de la puissance oubliée. 8 de mouvement, donc c'est un bon mouvement. Sauvegarde à 6, c'est très faible. Casting de 6, bannissement de 7, 6 points de vie, donc on comprend que c'est très fragile. Entièrement à 12, plus de 9. Arme à distance, 10 de portée, 6 attaques, 2+, 3+. Perforation 2 pour 1 dégât, peut tirer en combat, anti-infanterie plus 1. Donc là, on comprend que ça commence à être un outil qui est capable de tuer les écrans, notamment pour les armées qui n'ont pas de tir. C'est sympa d'avoir ce genre d'outil. 6 attaques, 2+, 3+, raid -3 contre l'infanterie dégâts 1. Ça rigole pas du tout. En mêlée, c'est anecdotique, 4+, 4+, 4 attaques, 0, 1. Par contre, on vous dit que quand cette manifestation a été sa capacité de tir, vous allez lancer un dé sur l'unité qui a été désignée, et si le résultat est inférieur au nombre de modèles de l'unité tuée, la cible ne peut pas utiliser de commandement pour le reste du tour. Donc si vous faites, par exemple, 2 morts, sur un 1-2, l'unité ne pourra pas avoir de commandement. Cependant, si vous arrivez à faire 6 morts, sachant que vous avez 6 attaques, donc si vous avez tout passé, votre adversaire n'a rien réussi à sauvegarder, bah vous savez que l'unité directement ne pourra pas utiliser de point de commandement. Donc pas de commandement, c'est-à-dire pas de redéploiement, pas de contre-charge, pas de défense en règle, pas de point de commandement lié à votre manuel du général, quoi, votre manuel général, à votre BT, ce genre de choses-là. Donc ça peut être un très bon outil pour détruire des écrans, voire empêcher des unités Death Star qui ont 2 à 3 points de vie d'utiliser un point de commandement. Et donc le dernier, le Soul Scream Bridge, pas de mouvement, sauvegarde de 4 pour 12 points de vie, donc c'est un beau bébé, qui se lance à 6, qui se bannit à 7, et une ward de 6. Entièrement à 18 du lanceur. Les deux parties, elles, doivent être entièrement à 9 de l'une de l'autre, donc attention, c'est un gros socle, donc vous n'allez pas pouvoir le projeter très très loin. Et donc à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir prendre une unité amie entièrement à 6 d'une manifestation, la téléporter de l'autre côté entièrement à 6, mais cette fois-ci à plus de 9. C'est pas comme le lochon, il faut que ça soit à plus de 9. C'est un setup, vous ne pourrez donc pas bouger et vous ne pourrez pas téléporter une unité qui a fait son mouvement. En tout cas, c'est un outil qui est intéressant pour pouvoir projeter, on va dire, au travers de la carte, parce que c'est 18 pas
et 9 entre les deux. Cependant, le entièrement à 9 peut peut-être limiter l'usage de cette dernière. Je la trouve moins pertinente que les autres itérations qu'on a eues en V2 et en V3. Le domaine de puissance oublié, je le trouve intéressant. Je pense que seuls les joueurs un peu expérimentés pourront tirer un maximum de ces informations. Ce n'est pas le plus simple à manipuler, mais bien utilisé, c'est un outil très puissant. Maintenant, nous allons regarder le domaine des sorts jumeaux. Donc, pour commencer, les spell portal, pas de mouvement, sauvegarde à 5, 8 points de vie, donc c'est quand même résistant. Ward à 6. Casting de 7 pour un bannissement de 6. Donc attention, là on rentre dans des sorts qui sont facilement bannissables. Entièrement à 18 du lanceur, pas de portée par rapport aux adversaires parce qu'il n'y a pas de mouvement. Par contre, les deux les deux jumeaux doivent être entièrement à 9 l'une de l'autre. Choisissez un sorcier ami à 3 pas de cette manifestation. La prochaine fois que le sorcier utilisera une capacité qui n'est pas une invocation, donc on ne peut pas lancer des sorts persistants au travers des spells portal, vous allez ajouter 1 à la valeur de lancement. Donc vous gagnez plus 1 sur votre lancement de sort, c'est un bon outil. Et le sort que vous allez pouvoir lancer se mesurera à partir de l'un des deux miroirs. Donc vous lancez à travers, vous êtes à 3 pas du premier, vous lancez à travers le second. Par contre, votre adversaire lui pourra dissiper à travers le second aussi. Donc vous augmentez virtuellement votre portée de 9 pas parce qu'il doit être entièrement l'un à l'autre. Donc si votre sort se lance à 18, bah, vous allez pouvoir lancer à 18 à partir des entièrement à 9 de l'autre. Intéressant, avec un lancement de plus 1. Cependant, votre adversaire, lui, pourra dissiper aussi à partir de ce portail. Les Gemini, donc là, mouvement de 8, sauvegarde à 6, c'est très fragile, mais 8 points de vie, ça va. Lancement sur du 6, bannissement sur du 7, ward à 6. Entièrement à 12 du porteur et entièrement à 9 des ennemis. Et les deux manifestations doivent finir entièrement à 9 l'une de l'autre. Elles ont 4 attaques, 3 plus, 3 plus, reine moins 1, dégâts 1, dégâts des 3, je veux dire, pas de capacité d'arme. Les unités ennemies ne peuvent pas utiliser de commande tant qu'elles sont à 3 pas de cette unité. Donc quand vous êtes engagé avec les Gemini, pas de point de commandement. Et chaque fois que vous bougez une des Gemini, l'autre doit bouger aussi, il doit être entièrement à 9 l'une de l'autre. Et chaque partie de cette manifestation est armée des tentacules de lumière et d'ombre. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas une unité qui a 4 attaques, mais chaque unité a 4 attaques. Donc techniquement, si vous attaquez la même unité en même temps, vous aurez 8 attaques, 3-3, moins 1 dégâts des 3. Pour une invocation telle que celle-ci, je trouve ça très fort. Vous pouvez, si ça roule bien, saturer. Je rappelle que les manifestations sont gratuites en points et donc tout le monde peut en bénéficier. Sans compter que quand vous êtes engagé avec cette dernière, bien sûr, vous n'avez pas d'ordre. Donc dès que vous finissez votre mouvement de charge, bah, pas de défense en règle, pas d'attaque en règle, et ainsi de suite. Alors la suivante, c'est la prismatique palissade, le dernier des sorts jumeaux. Mouvement, il n'y en a pas. Sauvegarde de 4 pour 8 points de vie, donc c'est assez résistant. Ward à 6. Lancement de 7, bannissement de 7. Donc là, celle-ci, elle est plutôt équilibrée sur l'usage. Entièrement à 18 du porteur, donc ça fait une grande projection. Si jamais vous souhaitez vous faire des zones d'interdiction, vous pourrez, entre deux décors, par exemple, la positionner ou quoi que ce soit. Cette manifestation ne peut pas être ciblée par des attaques de tir. De plus, l'unité ne peut pas être ciblée par des attaques de tir s'il est impossible de tracer une ligne droite d'un modèle dans l'unité attaquante à un modèle d'unité ciblée qui ne passe pas par cette manifestation. Donc on comprend que vous tirez un trait invisible entre votre unité attaquante et la défenseur. Si jamais ça passe par un point du socle de la palissade, et la palissade est très grande, vous ne pourrez pas tirer sur ces unités. Il n'y a pas d'idée de taille, de nombre de figurines, quoi que ce soit, donc c'est un super outil pour protéger du tir vos grosses pièces, vos pièces fragiles, une partie de votre armée. On sait que sur la V4, le layering, la manière dont les décors sont positionnés sont proposés par Games Workshop avec des mots-clés. Il y a des mots-clés qui bloquent la visibilité de certains décors. Donc vous pouvez vous faire une triangulaire comme ça avec la palissade pour être dans l'incapacité à votre adversaire de vous cibler, de vous tirer dessus. La palissade, Games a toujours voulu faire en sorte que ce soit un contre-tir. Malheureusement, c'était n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Là, ça devient très pertinent. Entièrement à 18, vous allez pouvoir vous projeter très fort. Votre adversaire ne peut pas tirer dessus pour la bloquer avec une unité pour pouvoir tirer sur une deuxième après. Donc on comprend la force de cet outil. Le domaine des sorts jumeaux est un domaine, je trouve, basé sur le contrôle,
qui est très très intéressant et je vous invite à le tester si jamais vous jouez un ou deux sorciers. Même un seul sorcier, ça peut être pertinent de poser une fois la palissade, de poser les Géminis. Voilà, ce sont des bons outils. Maintenant, nous rentrons dans les conjurations morbides. Donc là, c'est 4 sorts aussi. Le premier, nous avons le Purple Sun. Donc le Purple Sun, ça a tout fait, extrêmement fort, extrêmement faible. Là, nous avons 8 de mouvement, sauvegarde à 5, donc c'est plutôt fragile, mais 10 points de vie, ça encaisse pas mal. Bannissement de 7 pour un casting de 8. Donc on comprend que le bannissement est plus facile que le lancement, donc c'est une pièce qui va être très dangereuse. Pourquoi? Donc entièrement à 9, quoi, entièrement à 12 du lanceur, plus de 9 des ennemis, ça on a compris. Vous avez 2d6 attaques, 3-3, moins 1 crit mortal. Donc ça peut saturer pas mal et générer pas mal de blessures mortelles si jamais vous en manquez dans votre armée. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que vous soustrayez 1 au jet de sauvegarde pour les unités qui sont à 3 pas de cette manifestation. Donc vous comme votre adversaire. Donc en Nightone, vous êtes éthéré, par exemple, vous ne modifiez pas votre jet de sauvegarde. Ça reste un super outil pour faire -1 sauvegarde. On sait que seul le défense en règle va vous donner un +1 de sauvegarde. Il n'y a pas de bouclier mystique pour compenser. Il n'y a plus d'heure de gloire pour compenser. Donc vos adversaires sont très fragiles aujourd'hui. Et cette manifestation peut se déplacer à une distance jusqu'au maximum de sa caractéristique de mouvement. Ensuite, vous choisissez 3 unités que cette manifestation a traversées pendant son mouvement pour être la cible. Vous lancez un D3 et sur un 2+, vous infligez le résultat en blessure mortelle. Donc on comprend que le Purple Sun a quand même un gros socle. Bouge de 8, heureusement c'est limité, on aurait eu peur si c'était plus. Mais vous allez faire des 3 blessures mortelles à 3 unités potentiellement, mettre -1 sauvegarde à toutes les unités engagées, et en plus de ça, elle frappe. Vous allez donc vouloir, pendant la phase d'engagement, attaquer directement le Purple Sun pour le supprimer son -1 save, et ce qui fait que dans l'engagement, bah, votre adversaire va perdre une phase d'activation, donc c'est un bon bonus que vous avez. Si jamais ce dernier le laisse, et ben vous allez considérer le -1 sauvegarde sur potentiellement 2-3 unités. C'est un gros outil à ne pas négliger, attention. Heureusement, le casting de 8 est très dur à mettre en place. Seuls les sorciers expérimentés avec des +1, +2, +3 pourront profiter un maximum de cet outil. Ensuite, nous avons la Suffocating Gravetide. Donc la Gravetide, mouvement de 12, donc un super mouvement, sauvegarde de 6, c'est très fragile, mais 8 points de vie, ça va. Ça se lance et ça se bannit sur du 7, donc pareil, 7 équilibré. Entièrement à 12 du lanceur, plus de 9 des unités. 8 attaques en mêlée, 2 +, 3 +, -1, 1. Et charge, dégâts +1. Donc comme la mâchoire, on n'a pas 10 attaques, on en a que 8, mais là ça touche à 2, ça blesse à 3, donc c'est beaucoup plus fiable que la mâchoire. Pour une unité qui bouge de 12, ça fait une bonne unité qui peut accompagner votre cavalerie. Je trouve que c'est très fort. Et de plus, cette manifestation, quand elle se déplace, après avoir traversé des mouvements, vous allez pouvoir lancer autant de dés que l'unité qu'elle a traversée, et sur chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Donc ça reste le même outil qu'en V3, un super outil pour dégraisser la masse. En plus d'avoir fait les blessures mortelles, vous allez pouvoir lancer 8 attaques en 2+, 3+, -1, 2, quand ça a chargé. Ce sort persistant fait peur. Je trouve que c'est un super outil de contrôle de masse qui n'est pas à négliger. Le suivant, le Maelstrom. Donc pareil, ça a été un outil game, ça a mis du temps à équilibrer, prendre en contrôle là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est pour la version 4? Regardez pas en haut à droite, il y a une coquille. Donc mouvement de 8, sauvegarde à 6, bannissement de 7 pour un casting de 6, 6 points de vie. Donc c'est extrêmement fragile, vous le touchez, vous le détruisez. Cependant, setup entièrement à 12 du porteur, plus de 9 des adversaires, vous avez 2d6 attaques en mêlée, 2+, 3+, sans perforation ou dégâts 1, et si ça touche, font 2 touches. C'est anecdotique, vous gagnerez quelques dégâts, mais elle n'est pas là pour ça, parce qu'en fait, quand cette manifestation est invoquée, vous allez lui donner 1 point. Quand cette manifestation, quand un sorcier lance un sort, quel qu'il soit allié ou ennemi, à 12 pas de cette manifestation, vous gagnez un deuxième point. Quand un modèle est tué à 12 de cette manifestation, vous gagnez un troisième point, jusqu'à un maximum de 6. À la fin de n'importe quelle phase, quand cette manifestation est à 6, ami ou ennemi, vous allez choisir chaque unité à 9 pas d'elle pour être la cible. Vous allez lancer un dé sur un 2+, vous allez infliger les dégâts du résultat.
Donc potentiellement, des blessures mortelles à toutes les unités alliées ou ennemies à 9 pas de cette dernière. C'est une bombe que vous allez charger, qu'il faut pour votre adversaire absolument bannir ou détruire avant d'arriver à 6, parce que dès que c'est à 6, ça explose. Et imaginons, vous l'invoquez au tour adverse, vous générez du coup un point dedans, votre adversaire ne va pas pouvoir tirer dessus ou n'a pas de tir ou ne va pas réussir à la détruire avec sa phase de tir, vous allez avoir des pertes, va se charger, on va dire, de 3-4, que si ça arrive à 6, ça explose dans vos rangs. Mais sinon, à de charger de 3-4, vous allez pouvoir bouger, continuer à charger avec les sorts et exploser. C'est un très bon outil. Attention, cependant, dès que ça arrive à 6, ça explose, vous n'avez pas le choix, donc ça peut se retourner contre vous. Et le dernier sort persistant de la conjuration morbide, ce sont les Soulshnare Shackle qu'on n'a jamais vu. Pareil, c'était inutile avant. Pas de mouvement, sauvegarde de 5, bannissement de 7 pour un lancement de 6, 6 points de vie, c'est extrêmement fragile. Setup entièrement à 18 du porteur, et toutes les parties, si elles sont en 3 parties, doivent être entièrement à 3 les unes les autres. À chaque phase de héros, chaque partie de cette manifestation, vous pouvez choisir une unité à 3 pas d'elle. Vous ne pouvez pas choisir la même unité si les 3 parties sont à portée de la même unité. Lancez un D3, sur un 2+, vous infligez la valeur en blessure mortelle, mais surtout vous soustrayez la valeur de mouvement de l'unité pour le reste du tour. Donc là, c'est un outil qu'on comprend qui va se lancer en fin de phase de héros au tour et demi pour pouvoir entièrement à 18 du lanceur bloquer des mouvements. En moyenne 2 à 3 dégâts, c'est plutôt intéressant sur des unités, hein. Ça peut tuer une infanterie, une cavalerie, blesser un héros, et réduire de 2 à 3 le mouvement. Bah pareil, ça va gêner l'adversaire dans ses mouvements. Je trouve intéressant la manière dont c'est mis en place. La portée de 18 est assez pertinent, un bon outil de contrôle. Donc on voit un peu le domaine de la conjuration morbide avec du contrôle, des dégâts, de la debuff. Pareil, vous avez 4 outils qui peuvent être plus ou moins difficiles à lancer. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sorciers, je ne sais pas si c'est pertinent de le prendre. Cependant, dans certaines constructions de liste, comme Nighthaunt, avoir un seul sorcier pour lancer le Purple Sun est un très bon outil. Et maintenant, nous allons entrer dans la dernière catégorie, les incarnations. Aujourd'hui, nous avons que Cron Épine, Cron Spine en anglais. Comment cette dernière fonctionne? Eh ben, on va découvrir ça ensemble. Si vous n'avez qu'un seul sorcier de niveau 1, n'hésitez pas à la prendre. Si vous arrivez à la lancer, c'est un très beau bébé. Donc, mouvement de 10, mouvement de cavalerie, ça va très loin. Sauvegarde de 4, c'est résistant. Pour 12 PV, c'est un beau bébé avec sa ward à 6. Bannissement de 8 sur un lancement de 8. Donc, pareil, c'est des gros résultats à faire. Entièrement à 12 de votre lanceur et plus de 9 des adversaires. Vous avez 6 attaques en mêlée qui touchent à 4 comme les monstres, c'est un peu dommage. Blesse à 2, perforation 2, dégâts 3. Donc, si jamais votre armée manque un peu de patates, ça peut être une bonne ressource à aller chercher. Plus 1 de perforation contre les manifestations, parce que vous allez comprendre que Kronspine, comme en V3, détruit les manifestations adverses. Si cette manifestation a détruit une manifestation ennemie, vous la guérissez à la fin de ce tour de 6. Donc vous allez pouvoir soigner facilement les points de vie de votre Kronspine. Chaque fois que cette manifestation est ciblée par la capacité de bannissement, si elle est bannie, à la place, vous allez lui allouer 6 points de dégâts. Donc un peu comme pour la mâchoire, vous ne pourrez pas la bannir en une fois. Aucun jet de sauvegarde ne peut être fait pour ces dégâts ou de ward. Et vous ajoutez 1 au nombre de dés utilisés par cette manifestation pour faire votre capacité de charge. Donc vous chargez à 3d6 avec Ronspine. Donc vous n'avez pas course et charge parce que vous ne pouvez pas utiliser de points de course. Par contre, sur la charge, vous allez charger à 3d6 tant qu'elle est entièrement à 18 d'une manifestation ennemie. Donc ça, c'est la seule condition. Si votre adversaire n'a pas de manifestation, il n'y a pas de charge à 3d6. Et si jamais vous utilisez votre charge à 3d6, vous devez finir absolument à 0,5 d'une manifestation ennemie. Vous pouvez très bien prendre appui, être à 18 d'une manifestation ennemie, charge à 3d6, passer de l'autre côté, ainsi de suite. Il faut juste finir à 0,5 de cette dernière. Mais si votre adversaire a des manifestations qui ne bougent pas, ça peut être un super outil pour projeter contre Spine. Quand vous voyez les 6 attaques qu'elle a en 4-2, -2-3,
C'est très, très puissant. Si vous détruisez une manifestation, vous vous soignez. Les manifestations sont gratuites pour tout le monde, donc on va en voir. Beaucoup d'armées bénéficient de manifestations qui étaient très fortes, mais chères en coup en point qu'on n'utilisait pas en V3. Là, vous allez pouvoir manger toutes les manifestations de vos adversaires, vous soigner, et même s'il n'y a pas de manifestation, 12 points de vie en save à 4 Ward à 6, c'est pas facile à sortir, et le profil d'attaque est très pertinent. Donc, je mets en lumière le fait que si vous avez dans votre constitution un seul sorcier et que les autres manifestations ne vous intéressent pas, la grande paille est la solution à vos besoins. Nous avons vu l'entièreté de la phase de magie, de la phase de prière, comment fonctionnait tout ça, l'entièreté des manifestations, donc on comprend la puissance de toutes ces dernières, l'intérêt des constructions de listes. Faites attention aux mouvements, aux interactions avec les phases, le fait d'être une unité, pas une unité, c'est un peu chiant à comprendre, à mettre en place. L'expérience est de mise, faites-vous un petit tableau. Profitez de tous ces bonus que vous offre la V4 pour gagner vos parties. N'oubliez pas que les incarnations, les manifestations, je veux dire, ne peuvent pas faire des battles tactiques, ne peuvent pas non plus réaliser des quêtes, des choses comme ça, des capacités que vous avez. Ce sont seulement des unités dans certaines phases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit j'aime, et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao tout le monde!